Ravi de vous accueillir dans PL Club, votre émission hebdomadaire sur la Première Ligue avec en point de mire cette semaine la 27e journée de Première Ligue qui aura lieu ce week-end et un championnat qui est complètement relancé. On aura l'occasion d'en parler aujourd'hui avec Julien. Bonjour Julien. Salut Serge. Alors la semaine dernière, je devais vous féliciter pour votre paternité. Cette semaine, je dois vous féliciter parce que c'est votre anniversaire. C'est vrai aussi, oui. C'est vrai quelle merveilleuse semaine. Est-ce que vous pouvez déjà jouer en équipe vétéran? Bien sûr, bien sûr. Et je joue régulièrement en équipe vétéran. Ah ben voilà. Et parfois au mini-foot. Enfin, on est amoureux de football. Hein, donc nous, exactement, amoureux du ballon dans toutes les circonstances. Foot. Et puis un autre amoureux du ballon, mais à distance, c'est évidemment Christian, qui avec vision du jeu nous approvisionne chaque semaine avec des données, des chiffres qui nous rendent encore plus passionnante cette Première Ligue. Salut Christian. Bonjour messieurs. On garde évidemment la maxime de vision du jeu, c'est à l'épreuve des faits. Exactement. On va essayer de se limiter à ça et on laisse la boule de cristal pour les autres. Joli, joli. Bon, on va peut-être revenir sur le week-end dernier, c'était la 26e journée et samedi, journée étonnante parce qu'à un moment on a cru que la course au titre était terminée lorsque Norwich a pris l'avantage à Liverpool et que Liverpool avait un petit peu de mal à revenir dans le match. Finalement, Liverpool s'est imposé 3-1. City a perdu dans la soirée dans les derniers instants face à Manchester City et du coup, avec la victoire de Liverpool cette semaine, il n'y a plus que 3 points de différence entre les Citizens et Liverpool. La course au titre, mesdames et messieurs, est complètement relancée. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a quelques semaines, on n'aurait jamais imaginé, on pensait presque le championnat clôturé. Il y a eu jusqu'à 12 points d'avance pour City. On pensait que c'était terminé et là, les faits font que ça relance quand même et c'est avec beaucoup d'attente qu'on va attendre le choc entre City et Est-ce que vous avez déjà coché la date du 10 avril dans votre agenda? 10 avril, tout le monde le sait, hein, c'est le jour où le championnat devrait se jouer a priori. Exactement, Manchester City, Liverpool et ce sera évidemment sur vous Sport World. Je vous propose pour commencer cette émission les 5 plus beaux buts du week-end dernier. C'est parti. Chance of Weghorst, the target, it's a brilliant finish! A first Burnley goal for Wout Weghorst. Well, he's had a couple of games in which he's impressed Wout Weghorst. How crucial though for him to get himself up and running. Rodriguez holding off Basuma. Chance for a Burnley third here! Aaron Lennon! What an afternoon this is turning into for Burnley, who are sensing a first away win in the Premier League this season. Henderson, Tsimikas, Mane! A wonderful goal from Sadio Mane! You always had the feeling it was coming for Liverpool because it nearly always does come. Here's Son. Son, Kane! 2-1 Tottenham! Massive counter-punch! It's another Son Kane cracker! And Tottenham have their lead back. Ricardo Pereira sold. Then Donker. Podence. Scores! Beautifully! Kept his head quite magnificently. And the finish was superb. Alors il y avait évidemment la bicyclette de Sadio Mané, mais moi je relève quand même qu'il y a 2 buteurs de Burnley dans le top 5, alors que c'est une des équipes qui marque le moins. Ça veut dire quelque chose. Équipe relégable, mais on le voit, qui a quand même fait des changements intéressants. Là, il y a eu 2-3 arrivées qui peuvent peut-être faire la différence. Ça relance là aussi le bas de tableau. Exactement. Qui est loin d'être joué. C'est encore du suspense pour le titre, pour le top 4, mais aussi pour le maintien, parce que Burnley, là, qui a battu en plus mercredi soir Tottenham, a complètement redistribuer l'écart dans le fond du classement. Voilà, il y a Watford. On sait que Newcastle est le premier sauvé, mais ça reste quand même toujours
parfois fébrile. Donc, et encore, on peut remonter. Il y a peut-être 6-7 équipes encore qui sont liées à tout ça. Effectivement, parce qu'Everton et Leeds, dont on va parler aujourd'hui, sont dans une situation quand même fort compliquée. On va revenir sur le bilan de la 26e journée, disputée le week-end dernier. Il y a eu 29 buts. Alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus un week-end avec les 10 matchs. Il y a eu 29 buts, 4 victoires à domicile, 5 victoires en déplacement. Donc, les victoires en déplacement ont la cote pour le moment. Il y a eu un partage. Et on n'oublie pas non plus les rencontres disputées cette semaine parce qu'il y a beaucoup de matchs de retard encore, dont ce soir, attention, Arsenal-Wolverhampton, match hyper important pour le top 4. Qui commence à 20h45 mais qui sera diffusé chez nous juste après la fin en tout cas du match de basket d'Euroleague. Donc il y aura peut-être un petit décalage selon en tout cas le match de basket. Petite particularité, on se souvient que ce match a eu lieu très récemment, Wolverhampton-Arsenal, victoire 0-1 avec une carte rouge ailleurs pour les Gunners. Et donc déjà c'est en fait le match aller qu'on va jouer quelques semaines plus tard. Le match aller qui se dispute après le match retour. Bon, c'est une saison un petit peu chamboulée évidemment par le Covid. Je vous propose aussi Julien de parler du Belge de la semaine. Malheureusement pas pour les bonnes raisons, c'est Romelu Lukaku. Alors le week-end dernier, il est titulaire face à Crystal Palace. Il ne touche que 7 ballons sur tout le match. C'est un record depuis que Opta fait les statistiques en Première Ligue, donc depuis presque 20 ans. Il est sur le banc en Ligue des Champions. Que se passe-t-il avec Romelu ? C'est pour ça que j'avais envie de donner la parole à Christian, voir un petit peu qu'est-ce qu'il a en termes de chiffres à nous montrer sur l'arrivée de Lukaku. Je ne vous cache pas que moi je pensais que ça allait être une saison à 20 buts pour lui facilement. Je pensais que Tuchel allait lui donner les clés du secteur offensif. Et la vérité du terrain, c'est que j'ai l'impression qu'il ne joue pas du tout pour Lukaku, que c'est un joueur parmi d'autres. Et c'est dommage quand on voit l'effectif de Chelsea, il y a des livreurs de buts, il y a des Ziyech, il ne faut même pas tous les citer. Il y a plein de joueurs capables d'alimenter un attaquant, mais je trouve qu'il n'a pas encore choisi son attaquant et c'est dommage pour Romelu Lukaku. Alors Christian, justement, on se souvient qu'en début de saison, lorsque le transfert a été officialisé, on avait quand même quelques doutes, même si on espérait bien sûr que Romelu fasse une grande saison. Mais je me souviens, Christian, vous avez dit attention, le championnat italien, c'est pas le catenaccio, c'est pas ce qu'on croit. On marque plus facilement en Italie qu'en Angleterre. On était moins optimiste que Julien en début de saison, en tout cas, parce que pour plusieurs raisons. La première, vous venez de l'évoquer, c'est-à-dire que des championnats du top européen, c'est le championnat où on marque le plus. Donc la légende du catenaccio, c'était quelque chose qui se passait il y a quelques décennies. Maintenant, c'est plus le cas. Puis deuxièmement, le système et la structure de Chelsea, à l'instar de Manchester City, a énormément de buteurs, ça venait de partout. On se rappelle quand même que le meilleur buteur était le donneur de penalty la saison passée. Et là, il est venu dans cette structure-là. Alors, voilà, il y a deux perspectives ici quand on regarde cette infographie. Un, on est loin du nombre de buts marqués en Serie A, ça c'est sûr, avec 7. Aussi, il n'y a qu'un but si on considère que Arsenal, qui n'était pas à ce niveau-là lors du premier match, si on la considère contre une équipe du top, il n'a marqué qu'un but contre une équipe réellement très très forte. L'aspect positif, c'est que quand il marque, Chelsea ne perd pas. Et puis l'autre aspect positif dans la progression de son jeu, c'est que sur les 7 buts marqués cette saison dans ces deux compétitions, il y en a 3 qui sont marqués de la tête, alors que la saison passée avec l'Inter Milan, il n'avait marqué que 2 buts sur toute la saison. Et on le voit notamment, ce but-là, sur phase arrêtée. Donc Lukaku sur phase arrêtée de la tête, c'est quelque chose d'exceptionnel. Espérons qu'il va se reprendre. Espérons que la structure du jeu de Chelsea va s'améliorer pour l'aider à être plus efficace. Mais pour le moment, il ne rentre pas tout à fait dans le moule et il n'est pas assez performant non plus individuellement. J'ai envie de rebondir. Christian dit, j'espère qu'il va se reprendre. Je pense que lui est prêt à faire beaucoup, mais le problème, c'est effectivement plutôt la philosophie de jeu. Christian, non, est-ce que vraiment on le met dans les meilleures dispositions ? Je pense que son choix n'était pas le choix le plus opportun. Il avait besoin d'une équipe où tout le monde joue pour lui. Or ici, on l'a vu plusieurs fois, et je le répète, c'était comme Manchester City. Ils ont fait le choix d'être performants avec un nombre important de joueurs. Donc je ne sais pas combien il y a, je crois qu'il doit y avoir 14, 15, 16 joueurs qui marquent les buts. Il n'y a pas un buteur attitré qui lui en met 20, 22, 23, 24, 25.
il n'y a pas nécessairement toujours un jeu posé pour qu'il soit dans le rectangle. Donc à un certain moment, quand on fait des choix individuels, il faut tenir compte aussi de la structure de l'équipe où on va, et pas uniquement du nom et de l'émotionnel, parce qu'aujourd'hui dans les faits, important, c'est bien, on paye 100 millions pour l'avoir, on est tout content qu'il revienne à Chelsea, l'équipe de son cœur, et puis après quand il ne performe pas, vous savez comment ça va, quand les choses ne vont pas bien, on vous abandonne, et c'est le cas pour le moment. Tuchel ne fait pas dans les sentiments, parce que dans le match de Ligue des Champions face à Lille, il est resté sur le banc, il n'est même pas monté au jeu, même Timo Werner est monté avant lui. Un autre chiffre moi, qui m'interpelle, 7 buts comme l'a dit Christian, là, toute compétition confondue. 5 en première ligue, oui. Un assist seulement. Et je regardais la saison dernière avec l'Inter, c'était 24 buts et 10 assists. Donc encore une fois, la preuve par un chiffre qu'effectivement, il ne fait pas partie du jeu finalement. Il est plus utilisé là comme effectivement finisseur et rien que ça. Et bon, c'est effectivement, j'entends ce que Christian dit, c'était peut-être pas le bon choix. Alors il y a le jeu, mais l'émotionnel, et franchement, il n'a pas l'air d'être heureux, avec en plus aujourd'hui la une de certains quotidiens italiens, dont la Gazzetta, disant « Reviens Lukaku ». Visiblement, il aurait envie de retourner du côté de l'Inter, et que la ville de Milan et le club de l'Inter lui manquent énormément. Oui, entre les lignes, c'est lui qui serait demandeur. Voilà, difficile toujours à le dire parce qu'on n'en sait rien finalement. Oui. Mais voilà. Il y avait eu cette interview aussi, fin de la saison dernière, où il avait montré sa nostalgie du championnat italien. Donc pour le moment, c'est pas un mariage réussi, en tout cas entre Romelu Lukaku et Chelsea. Il reste encore 3 bons mois pour faire la différence. Bon, il avait marqué quand même, il n'a pas encore marqué en Première Ligue en 2022, mais il a marqué dans le championnat du monde des clubs, il a marqué aussi en Cup. Et puis il y a la finale de la Coupe de la Ligue ce week-end. Donc il n'y aura que 8 matchs de championnat, 8 matchs de Première Ligue, parce qu'il y a cette finale de Coupe de la Ligue dimanche entre Chelsea et Liverpool, et l'occasion pour Tuchel, et pourquoi pas pour Lukaku, de gagner un trophée supplémentaire. Allez, on passe à la première affiche du week-end. C'est évidemment le premier match proposé sur Divertissez-vous, et c'est Southampton face à Norwich. On en parle après ceci. Pukki with a header, Pukki with a goal. Oh, what a goal! Match qui aura lieu vendredi soir du côté du St. Mary's Stadium. Southampton est actuellement 10e avec 32 points. Norwich est 20e et bon dernier avec 17 petits points. On va commencer avec cette équipe de Southampton. Julien, franchement, c'est une des équipes les plus agréables à voir jouer pour le moment, et c'est aussi une des plus difficiles à battre. Ralph Hasenhüttl, quand même, qui, là, je trouve, est une personne qui porte un projet. On le voit chaque année. Souvenons-nous que fin de saison dernière, il y a eu pas mal de blessés. Donc, effectivement, c'était un petit peu en deçà. Mais quand il a son effectif au complet, chaque année, il rajoute des petits éléments intéressants. Là, notamment Chelsea, qui a fourni 2-3 pépites. Mais je trouve que cette équipe, avec notamment un James Ward-Prowse, un Auriel Romeu, voilà, c'est une équipe solide et ça nous propose de belles choses. Un 4-4-2 classique, mais solide. Mais néanmoins, je vois, ils sont 10e et ils sont avec 7 victoires, 10e, milieu de tableau, ce qui quand même, moi, me fait dire qu'en Première Ligue, avec 7 victoires, vous êtes mi-tableau. C'est pas énorme, hein, cette victoire en 25 matchs. Donc voilà, ça met un petit peu en perspective une saison. On peut dire, parce qu'on aurait parlé de Southampton il y a 1 mois et demi, on aurait dit c'est compliqué. Ouais, donc ça peut vraiment aller très très vite en Première Ligue. Alors un petit mot sur Hasenhüttl, il est arrivé en décembre 2018, donc ça fait 3 ans. Il a fait 16e, puis 11e, puis 15e. Là, pour le moment, il est 10e. Donc on peut dire que c'est une bonne saison pour les Saints pour le moment. Alors Christian, Southampton reste sur une bonne série, une des meilleures en Première Ligue actuellement. Oui, j'ai eu l'opportunité de rencontrer les gens de la cellule scouting de Southampton, et j'ai vu un peu leur politique de la manière dont ils travaillent, et je suis très très satisfait de voir qu'ils peuvent en fait remplacer des joueurs qui sont partis, qui étaient vraiment très importants. J'avais des doutes en début de saison parce que quand Ings est parti et qu'il marquait un nombre important de buts, on s'est dit ah là là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est quand même une équipe comme Aston Villa, comme d'autres, où le buteur
à l'instar de Chelsea, est très important parce qu'il en marque 17-18 sur une saison. Et là, ils l'ont remplacé par Broja, ils l'ont remplacé par Che Adams, ils ont remplacé par Armstrong qui vient de Championship. Donc, ils font des bonnes pioches et ils parviennent à garder l'équilibre. Et en plus de ça, ce qui est très intéressant, c'est que pour une équipe de ce niveau-là, et on l'a expliqué souvent, ils sont performants dans les domaines alternatifs, les domaines tactiques alternatifs. C'est-à-dire la reconversion rapide, on le verra plus tard, il y a 9 buts marqués, et ils ont 11 buts sur phase arrêtée. Alors, quand on est capable de pouvoir être performant à ce niveau-là, il suffit un peu de resserrer les rangs défensivement et on fait une saison tranquille. Alors, est-ce que l'infographie de cette bonne série est prête ? Voilà, il suffisait de demander. On le voit, une seule défaite pour 4 victoires et 4 partages, avec notamment encore la victoire du week-end, le partage à Manchester United, la victoire sensationnelle du côté de Tottenham. C'est une équipe qui est bonne à domicile, mais aussi qui fait des résultats en déplacement. Mais à domicile, par contre, Christian, c'est la meilleure série pour les Saints depuis, je l'avais noté, depuis 17 ans. Oui, sur l'ensemble de la saison, sur les 12 matchs à domicile, ils ont 4 victoires, 7 partages et une seule défaite contre Wolverhampton sur le plus petit score. Donc voilà, il faut être maître à la maison et puis il faut essayer de prendre quelques points en déplacement. Eh bien, c'est ce qu'ils font et ils vivent une saison plus ou moins tranquille pour le moment. Ben on le voit à domicile, prendre des points face à City, face à United, face à West Ham. Toutes les équipes cette saison ne pourront pas se targuer d'un aussi beau bilan face au top 6. C'est en quelque sorte un arbitre dans le top 4, voire peut-être pour le titre. Ils ont quand même fait 2 partages face à Manchester City. Alors, parmi les joueurs, justement, Christian, qui viennent de Championship, qui sont des recrutements ciblés et souvent réussis, il y a Che Adams, qui a réussi cette saison quelques buts très importants comme celui-ci, celui de la victoire du côté de Tottenham. Oui, 6 buts pour Che Adams, 6 buts pour Ward-Prowse, 6 buts pour Broja. Donc ils se partagent, voilà, on avait expliqué, soit on a une personne qui en met 18, mais alors on est dépendant de ce joueur-là uniquement. Et puis on a 3 joueurs qui se partagent les buts et qui sont performants dans les différents domaines. Et là, lui, il remplit son quota à l'instar des autres. Et voilà, et c'est bénéfique pour toute l'équipe parce que le jour où il y en a un qui est suspendu ou blessé, on sait qu'on peut compter sur d'autres joueurs pour remplir les fonctions offensives. 3e saison pour Che Adams. Il avait joué auparavant à Sheffield United, à Birmingham. Mais maintenant, sa 3e saison en Première Ligue. C'est pas le premier dont on parle qui vient des divisions inférieures. Je pense à Watkins. Il y a quand même de plus en plus de clubs en Angleterre qui font confiance, on va dire, aux divisions inférieures et avec une certaine réussite parce que maintenant, ça fait 2 saisons que Che Adams est quand même la preuve que c'est un pur talent. Maintenant, il suffit d'enchaîner les buts. La Championship est un championnat très compliqué. C'est un vivier intéressant pour pas mal de clubs de Première Ligue. Il a été décisif en tout cas sur les 3 derniers matchs avec 2 buts et 1 assist chez Adams. Par contre, il marque très très peu sur reconversion rapide, Christian, ce qui est pourtant la marque de l'équipe. On pense notamment à Broja. Oui, c'est très intéressant. C'est là qu'il est complémentaire par rapport aux autres parce que la philosophie de l'équipe, on va le voir sur l'infographie, il y a quand même 9 buts sur les 21 de plein jeu qui sont marqués sur reconversion rapide. On l'avait montré justement, surtout avec l'infographie sur Broja il y a quelques semaines, pour montrer que c'était vraiment son domaine. Lui, il parvient à marquer dans d'autres domaines, ce qui est complémentaire, parce que voilà, on est pratiquement à 50% des buts de plein jeu sur reconversion rapide. Donc il faut quand même qu'il y ait d'autres joueurs qui puissent marquer quand même, qui est dans le domaine du jeu dominant placé, parce que sans marquer là, c'est pratiquement impossible. Ouais, cette équipe des Saints qui va donc tenter de poursuivre sur sa lancée face à Norwich. Alors Norwich, c'est quand même le dernier. C'est très compliqué. On a quasiment condamné les Canaries depuis les 2 ou 3 premières journées. On a bien senti que cette équipe était en difficulté. Et là, elle reste sur 2 défaites. Mais bon, c'était face à Liverpool, face à Manchester City. Et juste avant, il restait sur un 7/9. Donc on peut pas dire que Norwich est déjà condamné. Bon, il y a déjà eu quand même un changement de coach. On a essayé. Dean Smith qui est arrivé. Ça n'a pas eu l'effet escompté. C'est la pire attaque. Et il faut bien avouer, dans ce championnat de Première Ligue qui pullule de stars internationales, c'est une équipe qui ne fait pas rêver. 15 buts inscrits jusqu'ici, c'est difficile. C'est la preuve que c'est difficile de marquer un but en Première Ligue. J'ai été voir dans toutes les divisions professionnelles anglaises, donc les 4 premières divisions, il y a aucun club qui a marqué aussi peu de buts que Norwich. 15 buts marqués en, je ne sais plus si c'est 22 ou 23 matchs, mais c'est un chiffre quand même très inquiétant.
Ouais. Et il n'y a pas un joueur, Christian nous le disait, en général les équipes... Il y a Pukki, mais il est seul sur son île. C'est le seul Pukki, c'est Team Pukki presque Norwich. Mais voilà, moi je trouve qu'il n'y a pas un joueur qui fait rêver. Le recrutement, bon ça doit être dur de faire venir un joueur à Norwich. C'est plus facile évidemment de faire venir un joueur à Villa. Je pense à Coutinho ou autre. Mais voilà, espérons, c'est clair que ça va être compliqué comme jusqu'à la fin de saison. Alors c'est une équipe, Christian, qui se bat, on le voit quand même match après match, avec des moyens beaucoup plus limités. Mais il faut avouer qu'il y a des manquements très importants et qu'on voit mal quand même comment Norwich pourra s'en sortir cette saison. Ce qui est très étonnant avec cette équipe, c'est qu'ils viennent en Première Ligue, ils sont pratiquement relégués chaque fois au mois de février, au mois de mars. Ils redescendent en Championship, ils survolent la Championship en marquant un nombre incroyable de buts et après ils remontent. Et là, en fait, ils ne parviennent pas à trouver les ingrédients. On le voit ici, 15 buts marqués, vous l'avez évoqué Serge, c'est très très mauvais, c'est les pires résultats dans toutes les ligues professionnelles anglaises. Mais surtout, ils n'ont pas ce qu'on a expliqué avec Southampton, c'est-à-dire que sur l'alternative, c'est-à-dire la reconversion rapide et la phase arrêtée pour des équipes qui jouent dans le bas de classement, ils n'ont que 2 buts marqués pour une équipe qui doit se battre et qui doit défendre et se projeter rapidement. Ils ne marquent que 2 fois. Ils marquent 2 fois sur phase arrêtée, alors que les 20 équipes, dans ce domaine, ils partent à égalité. Et ils sont dépendants d'un seul joueur qui marque 6 buts, c'est-à-dire l'équivalent de Che Adams, de Ward-Prowse et de Broja pour Southampton. Donc, Là, par exemple, il y a... voilà, ça c'est vraiment la démonstration par l'absurde par rapport à ce qu'on a expliqué avec Southampton et d'autres équipes. Ils parviennent à faire chaque fois le pas de venir de Championship en première, mais Brentford, par exemple, qui s'est qualifié ou qui est monté grâce aux playoffs, s'en sort beaucoup mieux que eux dans tous les domaines, alors que les autres les surpassaient quand ils étaient en Championship. Donc là, il y a un mystère. Il y a quelque chose dans la mise en place qui n'est pas bonne en fait. C'est le mystère de l'ascenseur de Norwich qui est habitué à monter en Première Ligue, à redescendre, à remonter, etc. Oui, en tout cas, les chiffres, la réalité des chiffres, on sait que cette émission c'est ça, c'est 4 victoires en 25 matchs, vous cherchez le nombre de matchs, ils n'ont pas de match en retard en plus, donc c'est vraiment insuffisant. Voilà, ce sera donc compliqué pour Norwich du côté de Southampton. C'est la rencontre de vendredi soir. On passe maintenant à celle du samedi 13h30. C'est Leeds face à Tottenham et on en parle après ce clip. What a magnificent goal! What about this? Beautifully done! Fantastic! Magnificent! Leeds actuellement 15e avec 23 points. Tottenham est 8e avec 39 points. On va commencer avec les Peacocks de Leeds. Alors c'est une équipe vraiment très inquiétante. On était curieux de voir cette saison parce que Leeds, promu la saison dernière, avait été quand même une équipe qui avait produit du spectacle, qui avait terminé 9e. Et là, c'est beaucoup plus compliqué cette saison. Et on les voit semaine après semaine descendre dans le classement. Et là, ils commencent à être menacés par le maintien. Calendrier compliqué, ils avaient accueilli Man United ce week-end, Liverpool qui a enchaîné, qui leur a foutu une raclée hier. C'est difficile, alors évidemment il y a toujours la défense de dire que Bamford a joué... il a plus joué depuis décembre, septembre, pardon. C'est 6 titularisations et Phillips, leur milieu défensif international, est à peu près 10 matchs. Donc certes, c'est pas la même équipe de Leeds que la saison dernière. Je sais pas, là encore une fois j'ai envie de me retourner vers Christian pour voir en termes de chiffres quel est le tableau de bord de cette équipe finalement. Et justement, Christian a préparé beaucoup d'infographies. On va commencer par les performances face au top 8. On savait que c'était compliqué, le match de mercredi à Liverpool n'a pas arrangé les choses. Avant ce match, Serge, dans la préparation, on avait regardé ensemble, on était à 11 matchs, on va dire 10 matchs puisqu'il n'y avait pas encore le match de Liverpool, on était à 10 matchs contre des équipes du top 8, on était à 33 buts encaissés, c'est-à-dire que en moyenne, dans chaque match, cette équipe encaisse 3 buts. Alors, je ne sais pas si on se rend compte, c'est une équipe de Bielsa qui encaisse 3 buts dans 10 matchs consécutifs contre des équipes du top 8. C'est pratiquement impossible. Et le match d'hier a encore alourdi la sanction, puisqu'on est à 11 matchs, on est à 39 buts encaissés. Je ne sais pas si on se rend compte réellement de ce chiffre, mais c'est énorme. Regardez le tableau, regardez les chiffres, regardez ce que vous voyez en rouge. Si je ne savais pas que c'était Leeds, je dirais plutôt que c'est Norwich,
où c'est une équipe qui est descendue déjà au mois de décembre, mais ça c'est impossible. On peut invoquer des blessés, on peut dire voilà, il y a peut-être la malchance, mais à un certain moment dans la mise en place. Alors hier, je regardais l'interview de Bielsa après le match, qui disait bien sûr que je me remets en cause, bien sûr que j'ai des doutes sur mon système, mais je ne vois pas ce que changerait aujourd'hui le fait de passer à un autre système. Donc ça veut dire que Bielsa fait du Bielsa, c'est-à-dire qu'il a un plan A et il va mourir avec le plan A. Et quitte à mettre en danger toute une équipe et tous les supporters qui étaient tellement ravis de voir remonter cette équipe après autant d'années, mais malheureusement c'est la philosophie de l'entraîneur, ou heureusement, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le prendre, mais quand ça va bien, mais quand ça va mal avec Bielsa, ça va très mal. Rien qu'avec le premier tableau, on peut se dire que si ce n'était pas Bielsa qui est le héros du retour en Première Ligue, ben, l'entraîneur ne serait plus là. Je vous propose de regarder quelques-uns des buts encaissés par Leeds cette saison, des nombreux buts. Regardez sur des relances avec des pertes de balles. C'est récurrent parce qu'on aurait pu en sortir plus. J'ai envie de paraphraser Antonio Conte qui disait qu'en tant que coach, on peut se tromper de femme, mais on ne peut pas se tromper de gardien. Moi, le gardien Meslier de Leeds, malheureusement, ce n'est pas assez fort pour cette équipe. Beaucoup d'erreurs de relance qui, je pense, fragilisent aussi son secteur défensif. Je me demande si on ne va pas d'ailleurs... Voilà, il y a énormément de buts qui partent d'une erreur de relance, mais on joue à Anfield. Bon, vous me direz, le score était déjà 3-0. Mais ça n'aide pas. Et cette défense, à l'heure actuelle, est dans une saison dramatique. Effectivement, comme le disait Christian, on est déjà à 4 matchs consécutifs, 3 buts minimum concédés. Donc ça veut dire que cette équipe, pour prendre un point, doit marquer 3 buts ou 4 pour essayer de l'emporter. C'est difficile. 56 buts encaissés, Christian, c'est déjà plus que sur toute la saison dernière. Et on le voit dans la séquence qu'on vient de montrer, ce sont les adversaires qui donnent le tempo à chaque fois. Oui, ils donnent le tempo, mais c'est parce qu'aussi c'est lié au choix de jeu et au choix de sortie de balle. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est à 3-0 ou 4-0 ou 5-0, je pense qu'à un certain moment, l'entraîneur devrait dire écoutez, à un certain moment, il faut arrêter de sortir les ballons comme ça, puisqu'il faut quand même se mettre à la place du gardien de but. Alors c'est vrai, peut-être on peut contester son talent ou son niveau de jeu, mais à un certain moment, quand on est gardien de but et on vous oblige à jouer dans un système comme ça, et qu'il y a une pression permanente, c'est pas gai du tout. Regardez sur l'infographie, ils ont 41 buts plein jeu, il y en a 21 buts qui sont encaissés sur jeu rapide, 9 buts sur jeu dominant rapide et 12 sur reconversion rapide. Ça veut dire que le gardien peut être en tort, mais à un certain moment, dans la mise en place défensive générale de l'équipe, c'est pas normal en fait. On va le voir dans une autre infographie, mais c'est... à un certain moment, quand vous en prenez 3, il faut faire comprendre à l'adversaire que ça suffit. Voilà, on le voit ici, il n'y a aucune protection de l'axe. 23 buts encaissés sur les 41 de plein jeu dans le passage par l'axe. Il y en a 7 qui viennent au-delà du rond central, 14 dans la zone devant le rectangle. C'est très difficile de commenter ça parce que c'est pas digne d'une équipe professionnelle, c'est pas digne d'une mise en place. C'est affreux. C'est plus une faiblesse, c'est un boulevard quand on encaisse autant de ballons dans la... C'était ma réflexion sur Meslier. Je trouve que le mercato du côté de Leeds, se contenter de Meslier quand on sait que c'est une boulette par rencontre, je ne dis pas qu'il est mauvais gardien, mais... C'est pas le seul à faire des boulettes, on l'a vu dans la séquence. Mais lui, c'est fréquent. Et ça se répète, et c'est vrai avec les espoirs français aussi. Donc c'est un gardien qui n'est pas une assurance énorme. Et voilà, mais donc c'est pour aborder le sujet du mercato. Je trouve que Leeds, en termes de transfert, c'était très très faible. Ici, ils ont ramené Junior Firpo de Barcelone qui est très très peu utilisé. Ils ont conservé Harrison qui appartenait à City, mais sinon il n'y a pas eu de transfert. Donc est-ce que Marcelo Bielsa pensait que son effectif était assez fort pour cette nouvelle saison? Là, il s'est trompé manifestement. Bon, en plus, il y a une particularité aussi cette saison qui n'était pas la même la saison dernière, c'est qu'ils encaissent énormément de buts dans le 4e quart d'heure, donc c'est-à-dire au retour des vestiaires. Ils ont déjà perdu beaucoup de matchs en étant quasiment absents sur les premières minutes de la deuxième mi-temps, Christian. Là aussi, Serge, en préparant l'émission avec vous, on a essayé de comparer par rapport à la saison passée. Au retour des vestiaires, l'année passée, c'était l'équipe qui encaissait le moins. 3 buts encaissés au retour des vestiaires, donc dans ce quart d'heure qui suivait le retour aux vestiaires. Et là, on voit 13 buts encaissés après la remise en place
je veux dire, soi-disant de l'entraîneur pour les remotiver, pour les relancer. Ils ont 13 buts, c'est 26% de leurs buts qui se passent au retour des vestiaires. Et là, voilà, c'est dans la lignée de ce qui se passe par rapport aux performances. Eh bien, probablement, le message, la motivation ne passe plus et il y a un effondrement total pendant ce quart d'heure-là. Et voilà, c'est effrayant de voir ça. Ça fait vraiment mal parce que je trouve que ça se désagrège et c'est affreux. Donc pour résumer, si vous jouez contre Leeds, vous demandez à vos joueurs de jouer sur reconversion rapide dans l'axe, dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. Mais pour abonder dans le sens de Christian, il reçoit Man United ce week-end, il joue à domicile et il laisse son numéro 10, ses meilleurs joueurs, Rafinha qui est le, je pense... C'était le week-end dernier, vous voulez dire. Oui, c'est le week-end dernier. Rafinha qui est le seul joueur cette saison à Leeds qui sort la tête de l'eau. C'est 6 buts sur les 15 inscrits à domicile. Et il reçoit Man United et il le laisse sur le banc. Donc voilà, il y a un problème peut-être de message comme le dit Christian, peut-être également un problème relationnel maintenant ou en tout cas dans le vestiaire parce qu'effectivement c'est juste anormal. Alors catastrophe défensive, je pense qu'on peut utiliser le terme. Et au niveau offensif, il y a des déficiences aussi, notamment sur le jeu rapide, Christian. Vous vous souvenez également l'année passée, le jeu chatoyant, la sortie de balle, les 3-4 passes pour arriver devant le rectangle. Et le bilan, voilà, il est offensivement, c'est celui-ci. C'est 18 buts de plein jeu, ce qui n'est vraiment pas énorme. Il y a un but sur jeu rapide. Et en plus, on va dire l'aspect un peu plus positif, c'est qu'ils ont marqué 4 buts sur reconversion rapide cette saison, ce qui est très peu pour Bielsa par rapport à la saison passée, et 3 en 2022. Donc ça, c'est, on va dire, l'aspect un peu positif de la chose. Mais un but sur jeu rapide, quand on est l'équipe de Bielsa sur 18 buts de plein jeu, je ne sais plus quoi dire en fait. Ouais, voilà, il y a vraiment de quoi s'inquiéter parce que derrière, il y a des équipes qui prennent des points et que Leeds fait du surplace, reste sur une série maintenant de 5 matchs sans victoire. Il affronte en plus un Tottenham qui va devoir prendre sa revanche parce qu'il y a eu cette victoire sensationnelle. C'est une des plus grosses surprises peut-être de la saison, la victoire de Tottenham à Manchester City. Méritée en plus, avec cette équipe qui encore une fois va gagner dans le temps additionnel. Et puis 3 jours plus tard, déplacement à Burnley et défaite 1-0. Donc ça fait 4 défaites sur les 5 dernières journées pour Tottenham. Les déclarations en plus d'Antonio Conte après qui dit je suis peut-être pas l'homme de la situation. Et le rendez-vous aujourd'hui avec son président. Il dit qu'il est trop honnête pour accepter cette situation, qu'il est peut-être pas assez bon pour être à la tête de cette équipe parce que 4 défaites en 5 matchs c'est inacceptable. Son président lui a répondu tu es assez bon, il faut que tu restes. Maintenant toute la question est là. En Angleterre on se demandait est-ce qu'il sera sur le banc pour la rencontre face à Leeds. C'est vrai que ce serait... Sûrement, mais oui. En fin de saison, par contre, en tout cas pour la saison prochaine, là, il y a quand même plus de doutes. Mais c'est vrai que cette inconstance, là encore, il faut que Christian nous éclaire parce que l'inconstance de Tottenham est quand même particulière. La preuve que sur 90 minutes, ils peuvent battre qui ils veulent, mais le problème, c'est que ça n'arrive que trop rarement. Et franchement, Burnley mérite de gagner mercredi soir à domicile. Bon, c'est une équipe qui lutte pour son maintien, mais Burnley méritait vraiment sa victoire 1-0 face à Tottenham. On avait pu quand même constater, Christian, et notamment grâce à son doublé face à Manchester City, que Harry Kane avait retrouvé son niveau, on va dire, d'avant cette saison, parce qu'il était meilleur buteur, meilleur donneur d'assists la saison dernière, et que sur les 4-5 premiers mois de la saison, il était plutôt transparent. Ça allait beaucoup mieux depuis l'arrivée de Conte. Oui, on l'avait dit qu'il a fait retrouver des couleurs, mais là il confirme évidemment avec les 2 buts. On va le voir sur l'infographie, voilà, il y a 7 buts et 2 passes décisives, il y a les différents domaines dans lesquels il s'exprime. Et alors ce que j'ai mis en plus foncé, les 2 parties en plus foncé, c'était montrer ces 2 buts contre Manchester City avec un atout supplémentaire, c'est-à-dire qu'il a marqué 2 buts sur centre, un centre qui vient de la gauche, de la deuxième zone de Son, et puis alors ce centre de la droite qui est venu pour donner la victoire finale. Donc il a, il essaye de participer, mais pour le moment c'est pas suffisant parce que sur les derniers matchs, à part le match d'hier où il n'encaisse qu'un but, et ils auraient pu en encaisser 2 parce qu'il y a quand même un raté monumental dans le petit rectangle de Burnley en deuxième mi-temps. On est quand même à 5 matchs ou 6 matchs de suite où cette équipe encaisse 2 buts. Alors je pense que c'est même, si on prend les matchs
Christian, si on prend les matchs aussi de Cup et de Coupe de la Ligue, je me demande si c'est pas 10 matchs d'affilée, toutes compétitions confondues, avec au moins un but encaissé. Je vous propose quand même de revoir les 2 buts de Kane parce que c'était vraiment le grand moment, le point d'orgue du week-end dernier. Vous l'avez dit, avec ses centres. Son vers Kane, ça c'est une formule magique. 36 buts marqués avec l'assist de l'un ou le but de l'autre. Ils ont égalisé, ou plutôt égalé, c'est plus français, le record qui était détenu jusqu'à présent par Drogba et par Frank Lampard. Donc là quand même c'est un nombre assez impressionnant. Et puis le petit nouveau aussi, Kulusevski, ce centre pour le but de la victoire. Ce match. Ouais, moi il y a un chiffre, la saison dernière, et ça m'amène à une réflexion, 12 défaites sur l'ensemble de la saison de Tottenham, 9 déjà à l'heure actuelle, mais quand on voit les coachs illustres qui se sont déjà penchés sur la problématique Tottenham. Il y a José Mourinho, maintenant Antonio Conte. Si lui jette l'éponge... Nuno Espirito Santo, il n'est pas aussi illustre, mais bon. Si lui aussi jette l'éponge, mais qui vont devoir aller chercher pour ramener ce club à la hauteur de son grade? Parce que ce qui est inquiétant, Christian, c'est que normalement, Antonio Conte, quand il arrive, il met une fondation défensive et c'est la base du travail qui va suivre. Ce n'est pas le cas pour le moment, vous l'avez dit. Pour le moment, pas, mais il l'a fait quand il est arrivé. Il a directement remis un équilibre défensif et ça a permis de générer de très bons résultats. Mais là, il est dans une période où ça passe pas bien. Donc voilà, on est arrivé on a 4 défaites, et on est à 12 buts encaissés. Voilà, c'est pas bien, quoi. Ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas pour une équipe de ce rang-là. Alors je comprends quand il dit qu'il est peut-être pas la personne adéquate, mais à un certain moment, quand on revendique 15 millions de livres sterling comme salaire par saison, on est dans les entraîneurs les mieux payés, on a un pédigré, on a fait des résultats. On est payé à ce prix-là pour trouver des solutions et pas pour dire je suis peut-être pas l'homme de la situation. Non, il l'a dit, avec un tel. Alors il faut faire un autre métier, quoi. Il l'a dit, avec un tel salaire, si je parviens pas à aider cette équipe de Tottenham, c'est que je suis pas la bonne personne. Donc là, on va dire que de ce point de vue-là, il est plutôt honnête parce que le salaire est évidemment conséquent. Voilà pour cette rencontre. C'est juste là, c'est une question qui est ouverte. Est-ce que le matériel humain à l'heure actuelle, on en a parlé la semaine passée sur ce plateau, est-ce que défensivement, avoir laissé partir Vertonghen, Alderweireld, est-ce que c'était une bonne idée quand on voit que ceux qui sont censés les remplacer ne font pas le boulot? Je pense juste à Emerson Royal qui est là aussi une recrue qui ne preste pas au niveau nécessaire pour amener Tottenham plus haut. Donc si on prend les chiffres proposés par Christian, on se dit qu'il y aura des buts dans Leeds-Tottenham samedi à 13h30. Le programme du week-end, il n'y aura que 8 matchs de Première Ligue vu qu'il y a une finale aussi de Coupe de la Ligue. Voici ce programme. Vendredi, on vous l'a dit, 21h, Southampton-Norwich. Ce sera aussi disponible sur Divertissez-vous. La suite du programme. Goal of the Day avec Leeds. Nous, on a Leeds-Tottenham à 13h25 samedi et puis ensuite Goals of the Day avec Chelsea, me semble-t-il. Non, Chelsea joue en finale de la Coupe de la Ligue, c'est Manchester United, le match de Manchester United. Everton-Manchester City pour terminer le samedi et puis dimanche également une rencontre, West Ham-Wolverhampton et puis encore un match d'alignement Burnley-Leicester. Et n'oublions pas non plus le match de ce soir, donc 20h45 mais peut-être avec un léger décalage, Arsenal-Wolverhampton parce qu'il y a du basket. Juste avant, voilà, on a fait le tour de la situation de cette 27e journée, Julien. On a fait la photographie en tout cas, maintenant reste à la jouer. Alors n'oubliez pas non plus, vous pouvez nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, dont notre nouveau compte Instagram. Vous êtes déjà abonné ? Je n'ai pas Instagram, mais je vais... Là, je vous ai piégé. Ouais. Je suis pas abonné non plus, mais je vais le faire tout de suite après l'émission. Voilà, Christian, vous êtes abonné déjà ? Oui, tout à fait. Moi, je suis abonné depuis 3 semaines déjà. Vous êtes le bon élève du studio. Bon, on vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end de foot sur la Première Ligue. Merci Julien. Merci à vous. Je l'ai dit sur la Première Ligue. Donc sur vous, Sport World et sur Divertissez-vous avec la Première Ligue, bien sûr. Merci Julien, merci Christian. La semaine prochaine, et on se quitte avec un petit avant-goût de ce Leeds-Tottenham. On va revenir sur le 100e but marqué en Première Ligue. Donc c'était au tout début de l'histoire de la Première Ligue. Vous vous en souvenez, en 1992 ?
pas très bien, mais Non. c'est pas grave. Hein. C'est en noir et blanc ou... Non. Et puis c'est le buteur, celui qui a marqué le 100e but en Première Ligue, c'est Eric Cantona. C'est quand même une des légendes de ce championnat, le King. Donc c'était au mois d'août 1992, dans les premières semaines de l'existence de cette nouvelle formule du championnat anglais. Et c'était lors d'un Leeds-Tottenham. Et d'ailleurs, Eric Cantona avait marqué un triplé ce jour-là. On revient sur un des grands moments de l'histoire de la Première Ligue et on vous souhaite un bon week-end. Bye bye. Danny Wallace for Leeds United. Good piece of wing play from him. Chapman. Cantona! Hat-trick for Eric Cantona! 10 days into the new Premier League era and he's produced 100 goals already. This one brings up the century.